Elles n'avaient plus rien, pas de maison, pas de famille, juste une phrase murmurée dans le froid. Notre maman est morte, on peut rester un jour. Mais ce jour-là, un homme brisé a fait un choix qui allait tout changer. Et ce qu'ils ont construit ensemble dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Un voyage vers la guérison, un amour inattendu et le genre d'amour éternel que seul un éleveur au cœur brisé peut offrir. Ce n'est pas juste une histoire sur la perte, c'est l'histoire de comment un coup de porte au bon moment peut tout changer. Avant de commencer, si tu crois au pouvoir des secondes chances et aux histoires qui te redonnent foi en l'humanité, pense à t'abonner. On partage des histoires vraies et touchantes qui restent gravées dans votre mémoire longtemps après que l'écran est devenu noir. Maintenant, commençons. Voici l'histoire d'un père célibataire et de ses 2 petites étoiles qui ont trouvé leur bonheur éternel. La neige murmurait sur la route comme si elle transportait des secrets, enveloppant le monde silencieux d'un silence trop profond pour les voix. Elle tombait doucement sur les bottes usées de Reinette Holt, qui se tenait seule au milieu d'une route de campagne déserte, son souffle lent et régulier se levant dans l'air glacial. Il avait emprunté cette route pour se rendre en ville des centaines de fois, mais ce matin-là, quelque chose l'avait arrêté net. 2 petites filles se tenaient dans la neige juste devant lui. Elles se ressemblaient comme de 2 gouttes d'eau, âgées d'à peine 6 ans. Les mêmes cheveux châtains emmêlés, les mêmes robes grises trop grandes superposées à des collants en laine trop fins pour le froid. Leurs bottes n'étaient pas assorties, et l'une d'elles ne portait même pas les siennes. Elle les tenait par les lacets sur son épaule, comme si elle ne savait pas si elle devait continuer à marcher ou abandonner complètement. L'autre serrait contre sa poitrine un chiot en peluche déchirée, la tête penchée sur le côté, une oreille manquante. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait pas. Le cheval de René émit un soupir profond et agité derrière lui. Ses sabots grattaient le gravier de la route. Il resta immobile, observant. Tous ses instincts lui disaient de continuer à marcher, de garder la tête baissée. Ne t'en mêle pas. Mais leurs yeux l'arrêtèrent. Grand, brun, vigilant, trop vieux pour leur âge. Il s'agenouilla lentement, se baissant à leur hauteur. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il d'une voix basse, mais pas hostile. La petite fille sans chaussures le regarda fixement. « Notre maman est morte aujourd'hui. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme. René sentit sa gorge se serrer. Il regarda entre les 2 enfants, attendant quelque chose de plus. Un signe, une valise, une voiture arrivant sur la route derrière eux. N'importe quoi qui indiquerait que quelqu'un d'autre était responsable de cette situation. Rien ne vint. La 2e fille s'approcha. Sa voix était plus douce. Nous étions dans le train. Le conducteur nous a dit de descendre ici. Il a dit « Quelqu'un pourrait venir ». Pourrait, ce mot le frappa plus fort qu'il n'aurait dû. René se frotta la nuque, la neige s'accumulant sur le bord de son chapeau usé par les intempéries. « Vous avez des noms ?»« Je m'appelle Élodie », dit la première. Elle leva le menton. « Elle, c'est Hadi. On est jumelles. » Il acquiesça comme si cela expliquait tout. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Elles n'avaient pas l'air effrayées. Elles avaient l'air fatiguées. Le genre de fatigue qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir. Chloé fit un pas prudent en avant. « On peut rester avec toi ? Juste un jour. » La façon dont elle le dit, sans désespoir, sans supplication, rendit l'air autour d'eux plus lourd que la neige. René ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il se leva, retourna à sa charrette et déballait le sandwich qu'il avait préparé, mais qu'il n'avait pas touché. De la dinde, encore fraîche depuis le matin. Il revint et le tendit à 2 mains. Aucune des 2 filles ne bougea. « Il n'y a pas de poison, » dit-il gentiment. Élodie le prit la première. Elle en donna la moitié à sa sœur sans un mot. Puis elles s'assirent toutes les 2 là, dans la neige, et commencèrent à manger comme si la décision avait déjà été prise. René les regarda longuement. Il ressentait quelque chose dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas depuis que Claire avait franchi cette porte sans se retourner. Pas depuis que la chambre d'enfant était restée vide. Pas depuis qu'il avait cessé de se demander ce que cela ferait d'entendre des petits pas dans le couloir. Il se retourna vers le chariot. « Bon, » dit-il. Un jour, les jumelles le suivirent en silence, telles des ombres. Elles montèrent les marches en bois comme elles l'avaient déjà fait auparavant, comme si ce mouvement leur était familier, comme si elles avaient grimpé vers l'espoir toute leur vie.
Il leur tendit une vieille couverture de cheval. Etty l'enroula d'abord autour de Chloé, avant de la tirer sur ses propres genoux. René s'assit à côté d'eux, les mains fermement posées sur la banquette, même si quelque chose en lui tremblait. Ce n'était pas de la peur, pas tout à fait, quelque chose de plus doux, de plus dangereux. Alors que la charrette avançait, la neige s'épaississait autour d'eux, étouffant le monde comme du coton. Ils passèrent devant des arbres nus, des clôtures tordues, les coquilles vides de vieilles granges, toutes recouvertes de la indifférence de l'hiver. Personne ne parlait, mais toutes les quelques secondes, René jetait un coup d'œil sur le côté, juste pour s'assurer qu'elles étaient toujours là. Quand ils arrivèrent au ranch, le portail traîna sur la terre, grinçant comme s'il n'avait pas été ouvert pour quelqu'un de nouveau depuis longtemps. Le terrain s'étendait à perte de vue, encadré par des clôtures gelées et une maison légèrement inclinée par les intempéries, mais toujours debout comme son propriétaire. Les jumeaux regardaient le porche avec des yeux calmes. « C'est pas grand-chose » marmonna René. « Mais c'est chaud !» Ils ne dirent rien. Il les fit entrer. La maison était simple. Une pièce principale avec une cheminée, une cuisine qui semblait appartenir à un homme qui ne cuisinait pas, et un escalier qui craquait quand on le regardait trop fort. Le vieux chien Biscuit sortit de sous la table et renifla l'air. Il remua une fois la queue, puis se dirigea vers Chloé, qui tendit la main et toucha son oreille tordue. Le chien se coucha à côté d'elle et renifla l'air. Le vieux chien Biscuit sortit en boitant de sous la table et renifla l'air. Il remua une fois la queue, puis se dirigea vers Chloé, qui tendit la main et toucha son oreille tordue. Le chien se coucha à côté d'elle, comme s'il avait toujours été là. « Vous pouvez dormir près du feu ce soir », dit René en sortant des couvertures supplémentaires du coffre. « Juste pour cette nuit. Salut acquiesça. On n'a pas besoin de grand-chose. » Il hésita, puis monta à l'étage en laissant la porte entr'ouverte. De la fenêtre, il regarda les deux petites silhouettes sur le tapis, blotties l'une contre l'autre. L'une tenait un chien en peluche, l'autre tenait le vrai. Il se dit que ce n'était qu'un jour, mais quelque chose dans le silence en bas semblait différent maintenant. Pas vide, juste comme si quelque chose attendait. Le matin se leva gris et calme, comme si le monde s'était arrêté pendant la nuit pour réfléchir à ce qui s'était passé. Une faible lueur filtrait à travers les vitres givrées de la maison de Renette Holt, projetant de pâles rectangles de lumière sur le parquet. L'ancienne horloge de son grand-père n'avait pas fait tic-tac depuis des mois, mais le silence avait son propre rythme. René se réveilla dans la chambre à l'étage, raide après une nuit passée à moitié endormi, à moitié à l'écoute. Quelque part dans la nuit, il avait entendu le plancher craquer, le grognement du chien, une toux étouffée sous des couches de laine. C'était étrange que ces petits bruits puissent résonner ainsi dans sa poitrine, comme s'ils avaient toujours été là. Au cœur de la nuit, il avait entendu le plancher craquer, le grognement du chien, une toux étouffée sous plusieurs couches de laine. C'était bizarre comme ces petits bruits résonnaient dans sa poitrine, comme s'ils avaient toujours été là et venaient juste de revenir. En bas, il les trouva recroquevillés sur le tapis devant la cheminée, exactement comme il les avait laissés. Élodie était déjà réveillée et regardait les flammes avec la même attention fatiguée qu'elle lui avait accordée la veille. Chloé dormait encore, la main posée légèrement sur le chiot en peluche. « Bonjour », dit René en s'éclaircissant la gorge. Petty acquiesça, mais ne dit rien. Il remarqua qu'elle avait ses bottes à côté d'elle, toujours attachées par les lacets, toujours pas portées. Peut-être ne savait-elle pas si elles étaient destinées à partir ou à rester. Il versa du lait dans 2 tasses en étain et réchauffa du pain de maïs de la veille au soir. Ils s'assirent par terre tandis qu'ils restaient à table, ne sachant pas comment franchir la distance qui les séparait. Lorsque Chloé se réveilla, elle accepta le lait sans hésiter, les yeux encore embrumés par le sommeil. « Vous avez faim, les filles ?» demanda-t-il. « Je crois que Chloé l'a dit » murmura Chloé. « Il fait chaud ici. » René baissa les yeux vers la tasse qu'il tenait entre ses mains. « Oui, » marmonna-t-il. « Il n'y a pas grand-chose d'autre, mais il fait chaud. » Après le petit déjeuner, les filles se dirigèrent vers la fenêtre. Élodie appuya ses doigts contre la vitre froide, tandis qu'Adi regardait une photo défraîchie posée sur une étagère à proximité. « C'est ta femme ?» demanda Hadi d'une voix à peine audible. René ne se tourna pas. Elle s'appelait Claire. Elle est partie aussi. Oui, ça fait un moment maintenant. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Les enfants qui avaient appris le silence comprenaient le chagrin
sans qu'il soit nécessaire de l'habiller de mots. Les filles ne posèrent plus de questions, mais Élodie resta un moment près de la photo. Puis elle se dirigea vers la cheminée, ramassa un morceau de charbon à côté du poêle et se dirigea vers le mur du fond. René la regardait, pas sûre de ce qu'elle faisait. Elle s'accroupit et commença à dessiner. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 paires de bottes, une grande et une petite, côte à côte, avec des lignes tordues et un trait hésitant. Mais il y avait quelque chose de vivant dans ce dessin, quelque chose qui avait une vie propre. Elle s'accroupit et commença à dessiner. Ce n'était pas grand-chose, juste 2 paires de bottes, une grande et une petite, côte à côte, des lignes tordues et irrégulières. Mais il y avait quelque chose de vivant dans ce dessin, quelque chose d'honnête. Quand elle eut terminé, elle se leva et se tourna vers lui. « T'as un clou ?» Il cligna des yeux. « Pourquoi faire ? Pour que je puisse l'accrocher. » Il hésita, puis se dirigea vers l'établi, le long du mur de la cuisine. En sortit une punaise rouillée et la lui tendit. Elle grimpait sur le banc et appuya le papier contre la fenêtre. Il lui tendit le marteau. Elle frappa 2 fois avec précaution, puis recula. « Voilà, » dit-elle. René fixa le dessin. Il n'avait rien d'extraordinaire, mais il remplissait la pièce d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis le départ de Claire. « Elle aime dessiner », expliqua Chloé. « Elle a dessiné maman avant qu'elle ne tombe malade, puis elle a arrêté pendant un certain temps. » Élodie ne dit rien, mais son menton se releva légèrement, comme si le dessin était sa façon de dire « Je suis toujours là ». Plus tard dans l'après-midi, les filles suivirent René jusqu'à la grange. Biscuit, le chien, boitaient derrière, heureux d'être de la partie. René leur montra les poules, les bottes de foin, la selle grinçante qui n'avait pas vu de cavalier depuis des semaines. « Vous avez déjà nourri des poules ?» demanda-t-il. « Non » répondit Élodie. Mais elle était déjà en train de ramasser un seau en fer. « Elle picore ?» demanda Chloé nerveusement. « Parfois. Ne le prenez pas personnellement. » Quand elles rentrèrent à la maison, les 2 filles étaient couvertes de poussière, le visage gercé par le vent, et elles souriaient. Chloé avait une petite égratignure au poignet. Élodie avait du foin dans les cheveux. René ne le dit pas, mais leur vue, vivante et riant, réveilla quelque chose qui sommeillait depuis longtemps dans sa poitrine. À la tombée de la nuit, l'air se refroidit et la neige recommença à tomber. René alluma le feu plus tôt que d'habitude. Les filles l'aidèrent à rassembler du petit bois. Il leur prépara un ragoût à base de légumes en conserve et de viande séchée. Ce n'était pas un repas gastronomique, mais elles vidèrent leur bol. « On peut dormir ici encore une fois ?» demanda Chloé en montrant l'âtre. René hésita, puis acquiesça. « Oui, pour cette nuit. » Après qu'elles se furent blotties sous les couvertures, il monta à l'étage. Mais cette fois, il ne ferma pas la porte. Il s'assit près de la fenêtre, sa tasse de café intacte à la main. Le vent soufflait doucement dehors. En bas, un murmure s'éleva à travers le plancher. « Tu crois qu'il va nous faire partir ?»« Je ne sais pas, » répondit Hetty. « Mais je pense qu'il se souvient peut-être de ce que c'est d'être abandonné. » Oui, il y eut un silence. Puis Chloé dit « J'aime son silence. » René expira lentement et ferma les yeux. Il ne savait pas ce que demain leur réservait. Mais ce soir, ils étaient encore là, et la maison ne semblait plus vide. La charrette grinçait sur la route cahoteuse, ses roues traçant des traces légères dans la neige qui recouvrait le sol. Le vent s'était calmé ce matin-là, mais le ciel était bas et pâle, comme s'il n'avait pas encore décidé s'il allait rester calme ou se mettre à pleurer. René tenait les rênes s'enserrer dans ses mains gantées, les yeux fixés devant lui. À côté de lui, Élodie et Chloé étaient assises tranquillement sous la couverture du cheval, serrées l'une contre l'autre, les yeux scrutant la ville au loin, comme si c'était un endroit où elles n'étaient pas sûres d'avoir le droit d'entrer. « Ne parlez pas sauf si vous y êtes obligés » murmura René. « Les gens nous regardent. Ce n'est pas grave. Laissez-les faire. » Adti acquiesça. Il n'avait rien dit. Cela faisait 3 jours, 3 matins calmes, 3 nuits passées près du feu, 3 bols de ragoût vidés. Personne n'était venu les chercher. Aucune question n'avait été posée. Pas à voix haute en tout cas. Mais René savait que les petites villes ne fonctionnaient pas sur la vérité. Elles fonctionnaient sur l'observation, les sous-entendus et les murmures assez tranchants pour faire couler le sang. Alors qu'ils entraient dans la ville,
il vit la scène se dérouler comme sur des roulettes. Madame Patch, la couturière, s'arrêta net sur le pas de sa boutique, la main figée en l'air avec son maître encore levé. Elle plissa les yeux, puis se retourna et ferma la porte. Au bout de la rue, le vieux monsieur Hadley ajusta ses lunettes et murmura quelque chose à son neveu. Ils regardèrent tous les deux. Les filles ne bronchèrent pas, mais René pouvait sentir la tension dans les épaules de Head à côté de lui. Devant le magasin général, il arrêta la charrette et descendit. Il attacha soigneusement les chevaux, faisant semblant de ne pas sentir tous les regards dans son dos. « Restez ici », dit-il aux filles. « Je ne serai pas long. » Il disparut à l'intérieur, la clochette au-dessus de la porte tintant une fois. Depuis la fenêtre, Chloé regarda une femme chuchoter à l'oreille d'une autre près des marches de la poste. L'une d'elles fit un geste peu discret. Hetty garda le regard droit devant elle. À l'intérieur, René s'approcha du comptoir où Ed Drummond, le propriétaire du magasin, empilait des boîtes de pêche. Ed leva les yeux et hocha lentement la tête. « René, dit-il, j'ai besoin de farine, de sel et de sucre si tu en as. » Ed hésita. « Tu essaies quelque chose de nouveau, » répondit René d'un ton neutre. « Tu as des invités. » Ça y était, le ton tranchant. « L'appât. » René le regarda droit dans les yeux. Pour l'instant. Ed ne demanda rien de plus, mais ses mains bougeaient plus lentement que d'habitude. Quand il passa le paquet enveloppé dans du papier par-dessus le comptoir, il baissa la voix. Les gens se posent des questions. René prit le paquet, comme d'habitude. Alors qu'il se retournait pour partir, il aperçut le reflet de Madame Patch qui les observait de l'autre côté de la rue. Ses lèvres étaient serrées, ses yeux plissés, évaluant quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Dehors, il tendit le paquet à Élodie. Elle le tint sur ses genoux à deux mains. Ils ne parlèrent pas avant d'avoir quitté la ville. « Pourquoi les gens regardent comme ça ?» demanda Hattie à voix basse. René secoua la mâchoire crispée par la pluie. « Ils ne te connaissent pas. » Élodie tourna la tête. « Ils croient qu'ils nous connaissent. » Il lui jeta un coup d'œil. Sa voix était calme, mais ses yeux en disaient plus long. Il disait qu'elle avait vécu des moments où elle avait été incomprise, jugée, prise pour acquise. Il ne répondit pas, mais il tendit la main et la posa légèrement sur la sienne pendant un instant avant de reprendre les rênes. De retour au ranch, les filles aidèrent à décharger les provisions. Élodie porta la fleur à l'intérieur comme si c'était un trésor. Chloé la suivit, son doudou sous le bras, les doigts effleurant le cadre en bois de la porte au passage. Dans la cuisine, René posa un morceau de beurre frais sur le comptoir, puis regarda autour de lui comme s'il voyait cet endroit pour la première fois. « T'as déjà fait du pain de maïs ?» demanda-t-il. « Non », répondit Élodie en remontant ses manches. « Mais je vais bien regarder. » Il lui tendit le saladier. Chloé grimpa sur le banc et observa la scène, les yeux écarquillés. Il bougeait en rythme, silencieusement, mesuré, mélangé. Elle renversa la farine. Il ne la gronda pas. Lorsque la pâte fut prête, il lui tendit la poêle en fonte. « Tu verses, je m'occupe du feu. » Elle acquiesça et fit exactement comme il lui avait dit. Pendant la cuisson, une odeur de pain chaud emplit la pièce. Chloé gloussa lorsque le chien éternua à cause de la poussière des fleurs. Même René esquissa un sourire, mais il était sincère. Le pain était sec et dense, mais personne ne s'en plaignit. Ils le mangèrent jusqu'à la dernière miette. Après le dîner, Chloé demanda « Maman saura où on est ?» René regarda le feu, puis les filles. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais si elle est quelque part, je pense qu'elle serait contente que vous soyez en sécurité. » Elle aimait les granges, dit soudain Élodie. Elle disait toujours qu'elle sentait le travail et la gentillesse. René ne répondit pas. Il se contenta de se caler dans sa chaise et d'écouter. Cette nuit-là, alors que le vent se levait dehors et que la maison était plongée dans le silence, il resta éveillé sur le tapis, fixant le dessin qu'elle avait accroché plus tôt. « Tu penses toujours qu'on va partir ?» lui avait-il demandé à côté d'elle. « Je pense que s'il voulait nous renvoyer, il l'aurait déjà fait, mais il n'a pas dit qu'on pouvait rester. » Élodie resta silencieuse pendant un long moment, puis elle murmura « Peut-être qu'il attend de voir si on est à notre place ici. » Chloé se retourna et se blottit contre sa sœur. « Alors on va lui montrer. » À l'étage, René se tenait près de la fenêtre. Il tenait dans sa main un morceau de papier provenant du magasin général. Une note écrite de la main soignée de Madame Patch
était glissé discrètement dans son sac. La femme du pasteur pense que les Burks sont toujours intéressés par l'adoption. Ils ont de la place, ils ont du soutien et ils se renseignent sur les filles. Le conseil municipal pourrait s'impliquer. Il froissa le papier dans sa main. Le feu crépitait. Le vent sifflait sous les avant-toits. En bas, 2 filles dormaient sous une vieille couette. Un chien était recroquevillé entre elles. Et pour la première fois depuis des années, René ressentait le poids non seulement d'avoir des gens sous son toit, mais aussi le fardeau et la bénédiction d'être la raison pour laquelle il restait. Le soleil matinal luttait pour percer les nuages, projetant de minces rayons dorés à travers les fenêtres givrées du ranch hall. À l'intérieur, le feu s'était éteint, ses braises rougeoyant doucement dans l'âtre, mais la chaleur persistait, non seulement grâce au bois, mais aussi grâce à quelque chose qui grandissait à l'intérieur des murs de la vieille maison. Élodie était déjà réveillée lorsque René descendit les escaliers. Elle était assise à table, les jambes ballottant sous le banc, fixant un morceau de charbon dans ses doigts. Le chien était couché à ses pieds et remua la queue 2 fois en le voyant. « Tu as bien dormi ?» demanda René. Elle acquiesça. « Ton escalier grince. » Il sourit légèrement. « Mes genoux aussi. » Elle ne rit pas, mais ses lèvres s'incurvèrent légèrement, ce qui était le plus proche d'un sourire qu'elle ait jamais affiché à cette heure de la journée. Il se dirigea vers la cuisinière, mit la bouilloire en route et attrapa le pain de maïs de la veille. Il était rassis, mais mangeable avec un peu de beurre et réchauffé. Lorsque Chloé entra dans la pièce, les cheveux en bataille et se frottant les yeux, René avait déjà posé 3 assiettes en étain sur la table. Les filles mangèrent en silence, comme elles le faisaient toujours, mais il y avait maintenant quelque chose de réconfortant dans ce moment. Pas de tension, juste un rythme, comme si elles étaient encore en train d'apprendre le son du petit déjeuner. Une fois qu'elles eurent fini, Élodie se leva et sortit une feuille de papier kraft pliée de son petit sac. Elle la posa soigneusement sur la table, en lissant les bords. « C'est pour toi », dit-elle en la tendant à René. « C'est quoi ça ?» demanda René. « Un dessin », répondit-elle. « Je n'ai pas encore fini. » Il n'insista pas. Au lieu de ça, il se dirigea vers la cheminée pour vérifier les braises. « Vous avez déjà coupé du bois, les filles ?» Chloé cligna des yeux. « On a 6 ans, » dit-il après une pause. « C'est vrai. Mais on peut porter du petit bois, » ajouta Hetty. « Et on peut regarder comment tu fais. » René rit, et l'espace d'un instant, il oublia la lettre froissée dans la poche de son manteau, celle qui laissait entendre que des gens l'observaient, attendaient qu'il échoue. Ils passèrent la matinée dehors. La neige avait fondu, mais laissait une fine couche brillante sur le toit en tôle de la grange. René coupait lentement, d'un geste net, tandis que les filles ramassaient des brindilles et des pommes de pin au bord de la cour. Le vieux chien les suivait comme un gardien boiteux qui remuait la queue, sans jamais s'éloigner. À un moment donné, Élodie s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. « Tu crois que les nuages se lassent de bouge ?» René s'arrêta en plein mouvement. Peut-être, mais il continuait de bouger quand même. Elle acquiesça solennellement et retourna ramasser des branches. Après le déjeuner, pendant que Chloé faisait la sieste sur le tapis, Hetty retourna vers le papier kraft. Elle travaillait lentement, avec application. René s'occupait de réparer le tiroir qui tirait dans la cuisine, mais son regard revenait sans cesse vers la table. Elle dessinait avec des traits courts et précis, comme quelqu'un qui a appris que les erreurs comptent. L'image représentait le porche. 2 paires de bottes côte à côte, les siennes petites et éraflées, les siennes usées et larges. La queue du chien dépassait du coin et remuait. Quand elle eut terminé, elle plia délicatement le dessin et le tint sur ses genoux, attendant. René remarqua quelque chose qui clochait. « Non, » dit-elle, « mais ce n'est pas un dessin s'il reste là. » Il haussa un sourcil. « À quoi ça sert alors ? À être accroché, » dit-elle, « comme celui que j'ai fait avant, pour que les gens le voient et s'en souviennent. » Il la regarda, ne sachant pas quoi répondre. Finalement, il se leva et retourna vers l'étagère de l'atelier. Il sortit une petite punaise et un marteau. Élodie le suivit, son dessin plaqué contre sa poitrine. Elle choisit un endroit près de l'escalier, ni trop haut, ni trop au centre, tranquille, mais bien visible. Il lui tendit le marteau. « Tu veux t'en charger ?» Elle acquiesça et le prit des 2 mains, aussi immobile que des statues. 2 coups précis, puis elle recula.
Ils regardèrent tous les deux le mur. « C'est ta deuxième » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Tu comptes remplir tous les murs » Elle jeta un coup d'œil autour de la maison, puis croisa son regard. Seulement ceux qui sont encore vides. Plus tard dans l'après-midi, le shérif arriva. Le bruit des sabots crissant sur la route fit aboyer Biscuit et les filles se précipitaient vers la fenêtre. René ouvrit la porte d'entrée avant que Dumont n'ait pu frapper. « Shérif » dit-il d'un ton neutre. Dumont retira son chapeau. « Bonjour !»« Halte !» René ne dit rien. Il s'écarta simplement pour laisser passer Dumont qui entra en balayant la pièce du regard. Son regard s'arrêta sur les deux filles debout près de la cheminée. « Mesdemoiselles !» dit-il en leur faisant un signe de tête sec. Elles ne répondirent pas, mais Chloé se plaça derrière René, le lapin dans les mains. « Je ne resterai pas longtemps », ajouta Dumont. « Je fais juste ma ronde. »« Tu fais jamais de ronde avant ?» demanda René d'un ton sec. « Pas comme ça. » René ne lui proposa pas de café. Il ne l'invita pas à s'asseoir. Dumont soupira. « Écoute, je ne suis pas venu pour te causer des ennuis, mais il y a des rumeurs. Les gens se demandent ce que tu fais avec deux filles sans papier ici. Je n'ai pas de plan. Le conseil pose des questions. Je les nourris et les garde au chaud. C'est ça, le plan. Elles ne sont pas à toi, René. » Il regarda le dessin sur le mur, puis les deux paires de bottes près de la porte. Puis, finalement, il reporta son regard sur le shérif. « Elles n'ont pas demandé à être là, » dit-il doucement. « Mais elles sont là. » La voix de Dumont s'adoucit. Les Burkes sont toujours intéressés. « Ils veulent quelque chose de joli à montrer à l'église, » dit René. « Quelque chose qui ne parle pas trop et qui ne dessine pas sur les murs. » Le shérif ne le nia pas. « Bon, » marmonna-t-il en remettant son chapeau sur sa tête. « Sois prêt. Si ça va au vote, ça risque de faire du bruit. » René serra les mâchoires. Tant pis. Après le départ du shérif, la petite fille s'assit sur la marche du bas. Chloé murmura. « On s'en va ? Snou ici, n'est-ce pas ?» avait-il croisé son regard. « Mais on reste ?» Il hésita. Et dans ce silence, la vieille maison semblait écouter elle aussi, comme si elle avait attendu des années pour savoir quel genre de maison elle voulait être. René finit par dire « Je ne sais pas encore ». Etty hocha la tête une fois. « Alors je ferai un autre dessin demain, au cas où. » Et elle retourna à la table. Le vent apportait une odeur de pain et quelque chose d'autre. Un malaise que René ne pouvait pas vraiment nommer. Il se tenait sous le porche tôt ce matin-là, une tasse à la main, regardant une fine ligne de poussière s'élever au loin sur la route. Ce n'était pas le chariot du facteur, ce n'était pas le shérif, c'était une calèche noire, polie et beaucoup trop propre pour les routes de campagne, le genre de calèche utilisée le dimanche et pour les enterrements. René sentit sa mâchoire se crisper. Les Burkes étaient arrivés. À l'intérieur, Élodie et Chloé coloriaient avec des crayons émoussés sur la table de la cuisine. Un bol de mûre entre elles. Biscuit somnolait dans le coin, une oreille frémissant à chaque nouveau craquement du porche. La maison sentait vaguement le pain de maïs et la cendre. Un foyer, ou du moins quelque chose qui s'y rapprochait. René posa sa tasse sur la table. « Restez ici », dit-il, et il sortit avant que la calèche ne s'arrête complètement. La porte s'ouvrit et Elsie Burke descendit avec une précision digne d'une artiste de scène. Son manteau était bleu pâle, repassé et impeccable. Ses gants étaient assortis. Son mari Grady la suivait, le visage solennel, les mains enfoncées dans les revers de son long manteau de laine. Ils avaient l'air d'appartenir à un monde fait de sols cirés et de portes fermées. « Monsieur Holt », dit Elsie d'une voix sucreuse et pleine de jugement. « Nous avons pensé que nous pourrions épargner cette peine à la femme du pasteur. » René ne dit rien. « Nous avons entendu dire que vous aviez accueilli 2 petites filles sous votre toit depuis près d'1 semaine. Est-ce exact? Vous n'êtes pas venu ici pour vérifier des rumeurs. René a dit que vous étiez venu parce que vous vouliez les emmener. » Grady s'éclaircit la gorge. « Nous avons les moyens, une maison convenable, une chambre déjà préparée, avec des rideaux et tout. »« Ce ne sont pas des rideaux, » répondit René d'un ton neutre. « Ce sont des personnes. » Le sourire d'Elsie s'effaça. « Ce sont des enfants. Elles ont besoin d'être guidées, disciplinées, stabilisées. Vous êtes sûrement d'accord avec ça. » Derrière lui, la porte s'ouvrit en grinçant. Il se retourna et vit Élodie debout dans l'entrée, silencieuse, ses petites mains agrippées au bord du cadre. Ses bottes étaient à nouveau retirées, soigneusement placées près du tapis. Ses yeux n'étaient pas effrayés.
Ils étaient indéchiffrables, mélange de calcul prudent et de quelque chose de bien plus vieux que son âge. « Elle est fragile », dit Elsie avec un léger halètement. « Pauvre petite, tu dois être épuisée, ma chérie. On t'a apporté des bâtons de menthe poivrés et des rubans de dentelle. »« Elle ne part pas avec vous », dit René en s'écartant, mais sans se retirer complètement. Elsie haussa un sourcil. « Vous les gardez tous les deux, je ne garde personne. Ils ont choisi de rester. » Grady s'avança. « Vous êtes célibataire. » Hall, tutelle officielle. « Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de légalité. Ce ne sont pas du bétail. Elles n'ont pas besoin d'être réclamées. » Les yeux d'Elsie se plissèrent. « Tu vas avoir le cœur brisé, René Holt, comme avant. » L'air se figea. René serra les poings, mais il ne dit rien. Hetty prit la parole. Elle sortit sur le porche, ses pieds nus silencieux sur les planches. Dans sa main droite, elle tenait la bille rouge, lisse et scintillante au soleil. Dans sa main gauche, elle tenait son chien en peluche, dont les oreilles étaient usées. « Je ne suis pas fragile, » dit-elle simplement. Elsie cligna des yeux. « Je ne veux pas de rubans en dentelle. Je veux des matins chauds. Je veux qu'il allume le feu avant que je me réveille. Je veux dessiner des choses et les accrocher au mur. C'est tout. » Les Burkes la regardèrent fixement. Grady ouvrit la bouche, puis la referma. René baissa les yeux vers elle. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme. « Tu veux partir avec eux ?» Elle secoua la tête une fois. « Dis-le, » dit-il doucement. « Je veux rester. » Elsie recula comme si elle avait été frappée. « C'est ridicule. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. »« Je pense que si, » dit René. « Et elle vient de te le dire. » Grady prit Elsie par le coude. « Allons-y, mais on apportera les papiers la prochaine fois, » marmonna Grady. Ils descendirent les marches, leurs bottes craquant sur le gravier. Alors que la calèche s'éloignait, Chloé apparut à côté de sa sœur, clignant des yeux dans le vent. « Qui était-il » demanda-t-elle. « Personne d'important, » répondit Élodie, en laissant tomber la bille dans la paume ouverte de René. Cet après-midi-là, le vent changea de direction. Il soufflait plus doucement, tourbillonnant autour des avant-toits, comme un vieux souvenir. À l'intérieur, René trouva Élodie en train de plier des couvertures au pied du tapis. Elle s'arrêta en le voyant. « J'ai tout gâché ?» demanda-t-elle en ajoutant. « Je veux rester. »« Non, » répondit-il. « Tu as dit ce qui comptait. » Elle acquiesça. « Alors je ne veux pas être un problème. Tu n'en es pas un, mais tu es en colère. Je suis fatigué, » admit-il. Fatigué que les gens pensent savoir ce qui est le mieux sans demander à ceux qui comptent. Elle s'assit sur le tapis, ses épaules petites et carrées. « T'as déjà été choisi ?» demanda-t-elle. Il cligna des yeux. « Choisi pour quoi que ce soit, comme quelqu'un qui te choisit en premier. » René déglutit. « Non, pas même une fois. » Elle le regarda, les sourcils froncés. « Je te choisis. » Les mots tombèrent doucement. Pas de fanfare, juste la vérité, calme et solide. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Il fixait le plafond longtemps après que le feu se soit éteint, le marbre rouge posé sur le rebord de la fenêtre reflétant la lumière de la lune. En bas, il entendait le léger bruissement des filles qui bougeaient sous leur couverture. Biscuit ronfla une fois. Il se leva doucement et ouvrit la vieille porte de la chambre d'amis, qui n'était plus qu'un débarras rempli de caisses fendues et d'objets cassés. Il resta longtemps dans l'embrasure de la porte, puis entra à l'intérieur. La chambre d'amis n'avait pas été ouverte depuis des années. La poussière flottait dans la lumière du soleil comme des prières oubliées. Les planches du plancher craquaient sous les bottes de René lorsqu'il entra. Des boîtes étaient alignées contre les murs, de vieux outils de tac retirés, un fauteuil à bascule cassé qui avait autrefois trôné dans une chambre d'enfant qui n'avait jamais vu le jour. Une étagère penchée près de la fenêtre n'était occupée que par un livre défraîchi sur les fleurs sauvages de Normandie. Il fixa l'espace pendant un long moment, son souffle formant une légère buée dans l'air froid. Le loquet de la fenêtre était rouillé. Le rideau était déchiré, jauni par le temps, mais la lumière pénétrait toujours comme si elle avait toujours été là. Il se mit au travail. En fin de matinée, le bruit des coups de marteau avait attiré les deux filles dans le couloir. « On peut voir ?» demanda Chloé en tirant Hetty par la main. « Non » murmura Élodie. « Pas encore. » En bas, René était en train de couper du tissu neuf pour un rideau. Il n'était pas très doué en couture, mais il savait comment mesurer plier les coins, n'est-ce pas? Comment continuer à bouger ses doigts
quand son cœur ne savait pas quoi faire. Les filles aidaient comme elles pouvaient, empilant des livres, allant chercher des chiffons, passant des clous. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce qu'on leur avait laissé faire depuis longtemps. À midi, la pièce avait changé. La chaise était réparée, le rideau était bien droit, la fenêtre était ouverte, laissant entrer une douce brise parfumée de cèdre et de la fumée de la nuit précédente. Sur le mur du fond, au-dessus du cadre de lit qu'il avait construit avec des planches de récupération, il accrocha le dessin représentant les bottes et la queue de biscuit. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à la sienne. Quand il ouvrit enfin la porte, Élodie entra dans la pièce, puis s'arrêta net. « C'est pour nous » demanda-t-elle. « C'est une chambre » répondit-il. Tout simplement. Chloé se dirigea vers la fenêtre, les doigts effleurant le rebord. « Ça sent comme dehors » Élodie s'approcha du lit et passa la main sur la couette. « Tu l'as bien pliée. » Il se gratta l'arrière du cou. « Tu ne voulais pas qu'elle soit froissée. » Elle posa son lapin sur l'oreiller, puis se tourna vers lui. Pendant un instant, elle sembla ne rien dire. Puis elle s'avança et enroula ses bras autour de sa taille. Il se figea, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il le voulait. Trop, plus qu'il n'était prêt à l'accepter. Puis, lentement, il se pencha et la serra dans ses bras. Pas trop fort, pas trop longtemps, mais juste ce qu'il fallait. Le lendemain, la première lettre arriva. Il la trouva clouée au poteau de la clôture, adressée à Monsieur R. Holton. Avis de révision. Problème de garde concernant des mineurs sans lien de parenté. Date, dans 4 jours. Lieu, ville, Chapel Hall. Tapé à la machine, tamponné, officiel. Aucune gentillesse, juste la procédure. Il la plia et la glissa dans la poche de son manteau. À l'intérieur de la maison, Élodie était assise sur les marches du porche, en train de brosser la saleté de ses bottes. Le marbre rouge était posé à côté d'elle. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il passa, mais elle avait vu la lettre. Il le voyait à l'immobilité de ses épaules, à la façon dont ses mains bougeaient un peu plus lentement que d'habitude. Ce soir-là, elle ne dessina pas. Elle nettoya son coin de la chambre, plia 2 fois leur couverture, puis se coucha tôt. René resta assis près du feu longtemps après que les filles se furent endormies. Il aiguisa son couteau, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que ses mains avaient besoin de s'occuper. Lorsqu'il se leva enfin, il trouva un mot sur la table de la cuisine. « J'aime tes lettres calmes et carrées, pliées 1 fois. » Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. En ville. Le lendemain, l'air était plus lourd. À l'épicerie, les gens se turent quand il entra. Il l'observait, le jugeait. Il prit des clous, un sac de farine et une boîte de menthe poivrée pour les filles. À la caisse, Ed ne fit pas la conversation. « Ils seront à la chapelle », dit Ed. « Je m'en doutais. Tu sais ce que disent les gens. Ça ne les a jamais arrêtés avant. Tu ne t'aides pas. Je n'essaie pas. » Dehors, il croisa les Burks. Grady souleva son chapeau. Elsie ne fit rien. De retour au ranch, Élodie aidait Chloé à tresser ses cheveux. Elles avaient trouvé un ruban dans le tiroir, bleu avec de petites fleurs cousues. René ne se souvenait pas l'avoir. Peut-être que Claire l'avait laissé là. Peut-être qu'il attendait juste. Au souper, Élodie demanda « J'ai un nom de famille maintenant ?» René s'arrêta, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. « Si je le savais », insista-t-elle. « Quel serait-il » Il la regarda longuement. « Les noms viennent de l'appartenance, pas du sang. » Elle acquiesça lentement, comme si elle pesait le sens de ses mots. Plus tard dans la nuit, elle sortit son dessin et griffonna quelque chose dans le coin inférieur avec un crayon émoussé. May Hope, que May ait de l'espoir. Elle ne demanda pas la permission, elle se l'est juste appropriée. Cette nuit-là, alors que le vent se levait et que les volets claquaient légèrement, René se tenait au pied de la porte, regardant les 2 petites filles dormir dans une chambre autrefois silencieuse, désormais remplie de souffle, de chaleur et de petits rêves. Il murmura dans l'obscurité « Vous en vaut la peine ». Il ne s'aperçut pas qu'Élodie l'avait entendu jusqu'à ce qu'elle réponde, à peine réveillée. « Je sais ». Puis le silence revint, un silence qui n'était plus pesant, un silence prometteur. La chapelle du village n'avait jamais vu autant de bottes alignées le long de sa clôture blanchie à la chaux. Des voitures et des charrettes parsemaient le parking en gravier. Les voisins chuchotaient à voix basse, certains par pitié, d'autres par curiosité, et quelques-uns avec des dents acérées de autosatisfaction.
La neige tombait en légers flocons, pas encore assez épais pour étouffer les murmures de la ville. À l'intérieur, la chaleur provenait des corps, pas de la foi. Le conseil municipal était assis derrière une table de fortune sur l'estrade surélevée, entre des piles de dossiers en carton et une cafetière rouillée. Le shérif Dumont se tenait près du mur, les bras croisés. Grady Burke occupait le premier banc, les jambes croisées comme s'il avait déjà gagné. Elsie était assise à côté de lui, les yeux rivés sur la porte comme un faucon. René entra, tenant les deux filles par la main. La salle se tut. Élodie portait une robe empruntée à la nièce du shérif, dont les manches étaient un peu trop longues. Hattie portait des bottes trop grandes et serrait son chien en peluche comme une bouée de sauvetage. Ils remontèrent de l'allée comme s'ils avaient répété leur entrée. Mais personne n'avait préparé René à cela. Monsieur Holt annonça Marlene Whittaker, la présidente du conseil municipal, une femme aux pommettes saillantes et aux attentes encore plus pointues. « Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. » René répondit que cela ne semblait pas facultatif. Marlène lui adressa un sourire crispé. « Nous allons commencer sans tarder. » Ils commencèrent par le protocole, la loi sur la garde des enfants, les mineurs non enregistrés, les conditions de logement inappropriées, l'absence de tutelle officielle, l'absence d'affiliation religieuse, l'absence de lien du sang. Puis vinrent les témoignages. La voix d'Elsie Burke résonnait d'une charité bien rodée. « Les filles ont besoin d'une structure. Nous avons déjà préparé une chambre pour elles. Nous pouvons leur offrir des cours de piano, des cours du dimanche et des cours d'escrime pour leur donner une certaine élégance. Des clôtures ou de l'escrime, murmura René à Dumont. Le shérif ne répondit pas. Grady prit la parole. Nous pouvons les élever correctement et préserver la mémoire de leur mère. Vous ne la connaissiez même pas, dit René à voix haute. Toi non plus, rétorqua Elsie. Mais j'ai écouté quand on parlait d'elle, dit René calmement. C'est plus que la plupart des gens. Le silence se fit dans la pièce. Puis vint Hetty. Sans qu'on lui demande, elle s'avança et se tint au centre de l'allée de la chapelle, le menton levé. « J'aimerais dire quelque chose, dit-elle. Marlène eut l'air surprise. « Ma fille, c'est une réunion officielle. »« Je sais ce que signifie officiel, » répondit Élodie. « Ça veut dire que des gens prennent des décisions pour nous sans nous demander notre avis. Ce n'est qu'une enfant, » intervint Elsie. Élodie se retourna. « Alors arrête peut-être d'essayer de me faire agir comme une marionnette. » Des exclamations étouffées se firent entendre. « Je ne veux pas de cours de piano, » continua Élodie d'une voix ferme. « Je ne veux pas de robe avec des cols qui grattent. Je ne veux pas qu'on me dise de sourire quand je n'en ai pas envie. Je veux me réveiller et sentir l'odeur du café, du bois brûlé, du poil de chien et des vieux outils. » Elle se tourna vers le conseil. « Je veux quelqu'un qui ne me parle pas, mais avec moi. Je veux dessiner et nommer les choses sans avoir peur d'être renvoyé si j'en dis trop. Je veux avoir ma place. » Marlène se dandina, mal à l'aise. Shérif Dumont finit par s'avancer. « Si je peux parler, » acquiesça le conseil. « Je connais René Holt depuis bien avant que vous n'arriviez tous avec vos mallettes et vos poignées de main. Cet homme n'aime pas les gens. Il ne fait pas facilement confiance. Mais le jour où ces deux filles sont arrivées, quelque chose s'est cassé en lui. »« Cassé » ricana Elsie. « Oui, » dit Dumont, en jetant un coup d'œil aux filles, comme le printemps qui perce après un long hiver froid. Il se tourna vers le conseil. « Et au cas où vous l'auriez oublié, il aucune loi dans cette ville ou dans cet État qui dit que l'amour doit être lié par le sang. » La chapelle redevint silencieuse. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Puis Chloé, qui n'avait pas dit un mot de toute la matinée, murmura depuis sa place. « Je peux vous montrer quelque chose ?» Marlène se pencha en avant. « Tu peux ?» Chloé s'approcha d'Élodie et lui prit la main. Ensemble, elles ouvrirent un papier plié, le dessin de Neurénette. C'était la maison du ranch, avec de la fumée qui s'échappait de la cheminée. Deux filles sur le porche, un homme appuyé contre le cadre de la porte, et dans le ciel, un petit tourbillon, une bille rouge brillant comme un deuxième soleil. Elles ne dirent pas un mot. Elles se contentèrent de le montrer. Et lentement, quelque chose dans la pièce changea. Le conseil ajourna la séance pendant 20 minutes. René était assis avec les filles au dernier rang, les genoux qui tremblaient, les paumes moites. Les Burks chuchotaient furieusement Elsie Red avec une rage silencieuse. Dumont était appuyé contre le rebord de la fenêtre, mâchant un cure-dent
comme si cela pouvait sauver son âme. Enfin, les portes s'ouvrirent en grinçant. Marlène s'avança. « On a revu tous les témoignages, dit-elle. Même si on recommande toujours de demander la tutelle officielle par voie légale, on ne voit pas de raison de retirer la garde des filles pour le moment. » René poussa un soupir de soulagement. Les filles peuvent rester avec Monsieur Holt en attendant une nouvelle évaluation au printemps. Ce n'était pas définitif, mais c'était déjà ça. Dehors, le vent avait tourné. Le soleil perçait juste assez pour faire scintiller la neige. René souleva Chloé sur ses épaules. Hetty marchait à côté de lui en silence, une main gantée agrippant sa manche. Dehors, le vent avait changé. Le soleil perçait juste assez pour faire scintiller la neige. René souleva Chloé sur ses épaules. Hetty marchait à côté de lui en silence, une main gantée agrippant sa manche. « Je n'ai pas pleuré », murmura-t-elle. « Non, » dit René, « tu n'as pas pleuré. J'ai failli. C'est quand même bon. » Elle leva les yeux vers lui. « On a un nom de famille maintenant ?» Il sourit. « Tu as déjà choisi le tien, tu te souviens ?» Elle sourit. « Mais si j'en ai un aussi ?» ajouta Chloé. « Tu devras le mériter, » dit-il en la taquinant. Elle fit la moue. Ou il ajouta. « Tu pourrais simplement rester assez longtemps pour qu'il te trouve. » Elle acquiesça sérieusement. « Je resterai pour toujours alors. » Et pour la première fois depuis cette nuit froide, ils se présentèrent sous son porche. René croyait qu'il pourrait bien le faire. L'hiver renforçait son emprise sur la terre. La neige recouvrait les pâturages d'une couche blanche et silencieuse, étouffant les bruits du monde. Le vent chantait doucement à travers les pins, et les clôtures craquaient sous le poids du givre et du temps. À l'intérieur de la maison, le feu brûlait en permanence. Et pour une fois, la maison de René Holt ne ressemblait plus à un endroit où tout finissait, mais où quelque chose avait commencé. L'audience avait changé quelque chose en chacun d'eux. Pour la première fois, Élodie et Chloé se permettaient de croire que peut-être, juste peut-être, elles ne seraient plus jamais emmenées. Mais cela éveilla aussi quelque chose d'autre en René. Des souvenirs qu'il avait enfouis comme des outils cassés dans la grange. Des regrets qui murmuraient encore dans le froid de la nuit. Il ne leur avait pas tout dit. Tout a commencé quand Élodie a trouvé la boîte. Elle cherchait des couvertures supplémentaires dans le grenier lorsqu'elle est tombée sur un vieux coffre sous une bâche défraîchie. Il était fermé, mais le loquet était rouillé et s'est ouvert d'un tour de tournevis. À l'intérieur, il y avait des photos, de vieux journaux et des lettres, certaines attachées avec un ruban, d'autres jamais ouvertes, et une seule couverture pour bébé, bleue et usée sur les bords. Elle n'a rien dit au début. Elle a juste descendu la boîte, l'a posée sur la table et a attendu. René est entré de la grange juste au moment où elle déballait la couverture, les yeux rivés dessus, ses bottes figées sur place. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Dans le grenier ?» répondit-elle. « Je n'aurais pas dû ?» la regarda-t-il fixement. « Alors, la boîte, puis les bords usés de cette petite couverture qui avait autrefois recouvert quelque chose de fragile et d'intact, il s'assit lentement. L'avait-il observé longuement, puis grimpa sur la chaise à côté de lui. « Tu avais un bébé ?» Il acquiesça une fois. Pas un mot. « Un garçon ou une fille ?»« Un garçon », répondit-elle sans insister. René passa une main dans ses cheveux comme s'il cherchait de l'air dans son propre crâne. Il s'appelait Thomas. On l'appelait Théo. Il avait à peine 1 an quand la fièvre s'est abattue sur la vallée. Les mains de Head s'immobilisèrent. René continua, mais sa voix avait changé. Elle semblait lointaine, comme si les mots étaient des souvenirs arrachés derrière une porte verrouillée. On ne savait pas à quel point c'était grave. Claire, ma femme, était plus forte que la plupart des gens. Elle l'a gardée au chaud, l'a nourrie, l'a tenue dans ses bras toute la nuit. Mais quand il a commencé à tousser, ça n'avait plus d'importance. Il s'est tu un matin, il s'est simplement arrêté. Hetty lui a pris la main. Il ne l'a pas retirée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle ne s'en est jamais vraiment remise. Il a murmuré. Elle s'en voulait. Elle disait qu'elle aurait dû savoir, qu'il aurait dû aller en ville plus tôt. On a arrêté de parler. Puis un jour, elle a fait une petite valise et a laissé un mot. Je ne l'ai jamais revu. Le silence s'installa sur la table comme de la poussière. C'est pour ça que tu ne voulais pas de nous ici au début, dit Élodie doucement. Je ne voulais pas perdre à nouveau, admit-il. Elle le regarda avec une douceur qui dépassait ses oreilles. Tu ne nous perds pas, tu ne peux pas le savoir. Non,
acquiesça-t-elle. Mais je peux te promettre de rester. Et d'une certaine manière, cela semblait plus que suffisant. Plus tard dans la soirée, après que Chloé se soit endormie, blottie dans une couverture près du feu, Élodie est restée pour aider René à réparer une planche fissurée dans le couloir. Alors qu'il travaillait dans un silence complice, elle lui a demandé s'il était là. Quel âge aurait Théo? Wyss n'a pas hésité. 12 ans en novembre dernier. Tu penses qu'on se serait bien entendu? Il t'aurait adoré, répondit René. Il avait une curiosité débordante. Il s'intéressait à tout, n'avait jamais peur de poser des questions. Élodie sourit. Ça me rappelle quelque chose. René la regarda. Tu ne le remplaces pas. Je sais, dit-elle. Et je n'essaie pas de le faire, acquiesça-t-il. Mais peut-être, ajouta-t-elle. On s'aide juste à construire quelque chose de nouveau. Le marteau s'arrêta dans sa main. Ce mot « construire » sonnait à nouveau comme un espoir. Le lendemain, ils emportèrent la boîte de Théo sur la colline derrière la grange. C'était une promenade tranquille. Même Biscuit restait immobile, marchant à leur côté sans chasser les oiseaux ni aboyer après les écureuils. Ils s'arrêtèrent près d'un vieil arbre dont les racines s'enroulaient comme des doigts étendus, et où la neige était moins épaisse sous les branches. René creusa lentement et prudemment avec une pelle. Élodie plaça la boîte dans le sol, puis la recouvrit avec ses mains gantées. Pas de cérémonie, pas de discours, juste un garçon enfin reposé en compagnie de ceux qui apprenaient à perpétuer sa mémoire au lieu de l'enfermer. « Je ne le connaissais pas », dit Élodie doucement. « Mais je suis contente de savoir qui il était maintenant. » René la regarda, les yeux rouges mais clairs. Moi aussi. Ils restèrent encore un moment. Puis, sans rien dire d'autre, ils rentrèrent à la maison. Cette nuit-là, Élodie dessina quelque chose de nouveau. C'était la même maison, mais cette fois, il y avait 4 personnes, 2 filles, un homme et un petit garçon dans le ciel fait d'étoiles. Elle ne signa pas son dessin. Elle n'en avait pas besoin. René savait exactement à qui elle était. La tempête s'est abattue sans prévenir. Une neige épaisse et humide s'abattait sur la vallée avec une telle force que même les pins s'inclinaient. Le vent hurlait comme des loups à travers les crêtes. Mais à l'intérieur du ranch, le feu brûlait régulièrement. Les murs tenaient bon et les rires des 2 filles résonnaient comme un cœur qui avait enfin trouvé son rythme. René apprenait à Élodie à réparer une sangle d'étrier. Ses mains, autrefois hésitantes et maladroites, bougeaient maintenant avec une assurance croissante. De l'autre côté de la pièce, Chloé était assise à la table de la cuisine, fredonnant tout en nourrissant son chien en peluche avec une cuillère de soupe invisible. Tout semblait paisible jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. 3 coups secs, pas amicaux, pas hésitants. René se figea. Personne ne venait jamais aussi loin pendant une tempête, à moins d'avoir de mauvaises intentions. Il se leva lentement, faisant signe aux filles de rester où elles étaient. Le vent s'engouffra dans la porte lorsqu'il l'ouvrit, la claquant contre le mur. Là, se découpant dans un rideau blanc, se tenait Elsie Burke, vêtue non pas de son habituel chapeau et de ses perles, mais d'un manteau pratique et de bottes imperméables. Son regard était froid, déterminé. Et derrière elle, tenant un dossier et l'air sévère, se tenait une femme vêtue d'un manteau gris fourni par l'État, que René n'avait vu qu'une seule fois auparavant, il y a des années, lorsqu'un voisin avait perdu la garde de ses enfants. Les services sociaux, protection de l'enfance. La femme s'avança en montrant sa carte d'identité. « Monsieur René Holt, je suis l'agent Keane des services sociaux de Normandie. Nous avons reçu une demande officielle d'examen d'urgence concernant le placement de 2 mineurs dont vous avez la charge. » Élodie apparut derrière lui. « Que se passe-t-il? Reste à l'intérieur, » dit René doucement. L'agent Keane jeta un coup d'œil à son bloc-notes. « Nous avons des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de cette situation familiale. Nous allons procéder à une évaluation à domicile et, si nécessaire, à un placement temporaire en attendant les résultats de l'enquête. »« Non, » dit Élodie. L'agent Keane s'accroupit. « Chérie, ce n'est pas une punition, c'est juste la procédure. Vous ne savez rien de nous, » dit Élodie d'une voix dure. Elsie s'avança. « On a assez attendu, cette mascarade a assez duré. » René la regarda, le calme dans sa voix désormais fragile. « C'est vous qui avez déposé la plainte. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour elle, » répliqua-t-elle sèchement. « Vous êtes un reclus, un homme avec un passé que personne ne connaît. Quel genre de vie 2 jeunes filles peuvent-elles avoir ici,
entourée de saleté et de silence. Une vie paisible, répondit René. Une vie honnête. L'agent Keane leva la main. N'aggravons pas les choses. Monsieur Holt, je peux entrer? René s'écarta, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il savait que la force ne ferait qu'empirer les choses. À l'intérieur, la chaleur de la maison contrastait avec la froideur de la femme. Elle balaya la pièce du regard. Les assiettes étaient propres, le bois empilé avec soin, les bottes séchant près de la porte, 2 petits dessins épinglés sur le frigo. Élodie la suivit, les bras croisés. « Vous nous emmenez ?»« Je n'ai pris aucune décision, » dit l'agent Keane. « Mais j'ai des questions. » Ils s'assirent à table. Hattie tenait Biscuit sur ses genoux et lui murmurait des secrets à l'oreille. L'agent Keane feuilletait des papiers, posant question après question. Où dormaient les filles? Que mangeaient-elles? Allaient-elles à l'école? Quels soins médicaux ont-elles reçus? René répondit à chaque question avec calme et clarté, montrant les devoirs qu'Élodie avait faits avec lui, les conserves dans le garde-manger, la liste des rendez-vous de vaccination que le shérif Dumont l'avait aidé à planifier. Pourtant, le stylo de l'agent ne s'arrêtait pas de bouger. Élodie se pencha en avant. « Et ce que nous voulons ?» L'agent Keane leva les yeux. « Il ne s'agit pas seulement de ce que vous voulez, ma chérie. Ça devrait l'être, » dit Élodie. « On n'a pas choisi de perdre maman, mais on devrait pouvoir choisir ce qui nous fait nous sentir chez nous maintenant. » Il y eut un silence, puis une voix douce derrière eux. « Elle nous appelle ses étoiles. » Ils se retournèrent. Chloé se tenait près de la cheminée, les yeux écarquillés et hésitants, mais sûrs. Maman disait « Même quand il fait noir, je te vois briller. » Mais quand elle est morte, tout semblait être la nuit jusqu'à ce que René nous réchauffe à nouveau. René déglutit péniblement. Même l'agent Keane marqua une pause. Dehors, la tempête commençait à se calmer. La neige continuait de tomber, mais doucement maintenant, comme si quelqu'un recouvrait d'une couverture un monde fatigué. L'agent Keane ferma le dossier. « Je ne peux pas ignorer la plainte, » dit-elle. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que j'ai vu ici. » Elsie soupira. « Vous faites une erreur. »« Non, » répondit l'agent Keane en se levant. « Je prends note. En attente de révision. Les mineurs semblent avoir tissé des liens affectifs avec leur tuteur. Leur foyer est sûr et stable. Je recommande de les laisser en placement sous surveillance. » Elle se tourna vers Wyss. « Je reviendrai dans 1 mois avec plus de paperasse. J'en ai bien peur. Mais pour l'instant, elle reste. » Le soulagement l'envahit comme une vague printanière. Les filles expirèrent ensemble. Elsie sortit en trombe sans un mot, ses bottes crissant comme le tonnerre dans la neige. L'agent Keane s'attarda. « Pour ce que ça vaut, » dit-elle en baissant la voix. « Peu d'hommes auraient accepté ça, mais c'est clair qu'ils ne font pas que survivre. Ils guérissent. » René regarda Élodie et Chloé blotties l'une contre l'autre sur le canapé, comme les racines d'un même arbre. « Moi aussi, je crois, » murmura-t-il. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait doucement sous les combles, les filles insistèrent pour dormir près du feu. René les laissa faire. Il alla même jusqu'à traîner son vieux fauteuil à côté d'elle pour veiller un moment, mais il ne retourna jamais dans son lit. Ils dormirent tous ensemble, enveloppés dans des couvertures, le cœur réchauffé par l'amour plus fort que n'importe quelle tempête hivernale. Le dégel printanier fut lent cette année-là, effleurant les bords des champs, promettant le vert, mais refusant de laisser partir le froid. La neige ne fondait pas. Elle reculait petit à petit, comme si même l'hiver savait qu'il avait abusé de l'hospitalité du ranch. À l'intérieur, la vie changeait aussi. René se tenait devant l'évier, les manches retroussées, en train de frotter la vaisselle, tandis que la petite fille était assise à la table de la cuisine, en train de remplir des feuilles d'exercice. Élodie corrigeait son orthographe en marmonnant entre ses dents. Chloé chantait une chanson sans mélodie sur les bourdons et les crêpes, tandis que Biscuit ronflait à ses pieds. Cela faisait 2 semaines depuis la visite surprise de l'agent Keane. 2 semaines depuis qu'Elsie Burke avait claqué la portière de sa voiture et était partie en trombe, hors d'elle-même. 2 semaines depuis que René avait réalisé à quel point il voulait que ça dure. Pas juste pour les filles, mais pour lui aussi. Et aujourd'hui, il avait décidé de faire quelque chose à ce sujet. La clochette au-dessus de la porte du bureau de poste tinta. Marlene Whittaker leva les yeux de son grand livre, clignant des yeux derrière ses grosses lunettes. « Tiens, mais c'est René Holt. Ça fait quoi 6 mois qu'il n'est pas venu en ville ?»« 7, dit-il en posant délicatement un dossier sur le comptoir. Elle haussa un sourcil. «
On ne peut pas faire plus officiel. Marlène ouvrit le dossier, les sourcils se levant davantage à chaque page. Une déclaration d'intention notariée, des lettres de recommandation du shérif Dumont, du docteur Holler et même, étonnamment, de Marty, du magasin d'alimentation animale. Des photos, des carnets de cours, un calendrier de rendez-vous et d'orientation thérapeutique, des justificatifs de revenus, des justificatifs de propriété, le tout signé. La dernière page était écrite à la main dans l'écriture soignée et carrée de René. « Je ne suis pas le père biologique de cette fille, mais je vais le devenir par choix. Je veux entamer la procédure de tutelle, » dit René d'une voix ferme, légale, contraignante. Marlène leva les yeux vers lui, un semblant de sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Tu sais que ça ne va pas être rapide. J'ai le temps. Tu sais que ça implique des vérifications d'antécédents, des entretiens, des inspections de l'État. Je n'ai rien à cacher. » Elle l'observa un instant, puis acquiesça. « Je vais m'en occuper. » Ce soir-là, il ne dit rien à propos des formalités administratives. Il voulait attendre que ce soit officiel, que cela ne puisse plus être annulé, mais la petite fille sentit quelque chose. « Tu fredonnes, » dit Chloé d'un ton soupçonneux. René s'est figé en plein mouvement. « C'est vrai, tu ne fredonnes jamais, » a ajouté Chloé. « Pas à moins que tu ne répares quelque chose d'important, » a-t-il répondu en riant doucement. C'est peut-être le cas. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois-ci, il n'y avait ni tempête, ni bloc-notes, juste une femme avec une mâchoire familière et des yeux qui ressemblaient trop aux siens. « Claire, » dit-il. Elle n'avait pas mal vieilli, un peu plus mince, un peu plus calme, mais la même posture, la même façon de se tenir, comme si elle était à la fois prête à partir et désespérée de rester. « Je peux entrer ?» Il ouvrit la porte sans un mot. Ils s'assirent sous le porche pendant que les filles jouaient dans le champ derrière Hetty, essayant d'apprendre à Chloé à lancer un lasso et échouant lamentablement. Biscuit aboyait pour les encourager. « J'ai vu l'avis de tutelle affiché en ville, » dit Claire, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée. « Je n'y ai pas cru au début. Je ne m'attendais pas à ce que tu te pointes, » dit-il honnêtement. Elle acquiesça. « Je suis venu voir si c'était vrai. » Il y eut un autre long silence. « Je pensais qu'après Théo, on était tous les deux brisés, » dit-elle doucement. « Mais toi, tu as trouvé comment guérir. »« Non, » dit René. « J'ai juste arrêté de me cacher. » Claire le regarda avec des yeux doux. « Tu es heureux ?» Il y réfléchit longuement. « Certains jours, » admit-il, « plus que je n'aurais jamais pensé l'être à nouveau. » Elle acquiesça. « Je suis contente. J'avais juste besoin de voir par moi-même. Pourquoi maintenant ?» Elle hésita. « Parce que je suis désolée. Et parce qu'une partie de moi espérait que les filles méritaient peut-être de savoir qui tu étais avant tout ça. »« Elles le savent, » dit-il. « Elles connaissent tes meilleurs côtés. » Elle sourit faiblement. « Je suppose qu'elles l'ont ramené à la surface. C'est vrai. » Claire se leva alors. « Je ne vais pas rester. Mais je voulais que tu saches que tu as toujours été plus que l'homme qui a perdu quelque chose. Tu étais l'homme qui pouvait encore donner. » Il la regarda, avec rien d'autre que de la paix dans son cœur. « Prends soin de toi, Claire, » dit-elle en hochant la tête. « Toi aussi. » Et sur ces mots, elle disparut dans l'allée, ne laissant derrière elle que des empreintes de pas et un sentiment de closure. Ce soir-là, René a finalement dit aux filles. Il s'est agenouillé devant elles, a sorti les papiers de l'enveloppe pliée et les a posés sur la table. « J'ai commencé les démarches aujourd'hui. Ça va prendre du temps. Mais ça veut dire que quand on dit que vous vivez ici, ce ne sera pas juste des mots. » Les yeux de Hattie se sont écarquillés. « Tu veux dire que je veux vous adopter ?» Hattie est restée bouche bée. « Pour de vrai ? Pour toujours ?» Il acquiesça. « Si c'est ce que tu veux aussi. » Hattie se jeta la première sur lui, enroulant ses bras autour de son cou avec une force qui le surprit. Hattie suivit, s'accrochant à lui comme une coque. « Tu étais déjà notre papa, » murmura Hetty. « Maintenant, le monde entier le saura aussi. » René ne dit rien. Il en était incapable. Mais alors que le vent faisait bruisser les branches printanières à l'extérieur, il les serra toutes les deux contre lui et, pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait juré de vivre seul savait exactement ce que cela signifiait d'être à nouveau entier. Le palais de justice était plus petit qu'Élodie l'avait imaginé. Elle pensait qu'un endroit qui décidait du sort de famille serait grand et résonnant, avec des sols en marbre et de hauts plafonds. Mais au lieu de ça,
C'était simple, propre, avec juste quelques rangées de bancs en bois usés, un seul drapeau flottant dans un coin et un juge aux yeux bienveillants qui ressemblait plus à un grand-père qu'à quelqu'un qui allait écrire leur avenir à l'encre. René était assis entre les filles, toutes deux vêtues de leur plus belle tenue, d'une robe bleu marine avec des boutons en forme d'étoile. Chloé portait un cardigan jaune clair et tenait Biscuit sur ses genoux comme s'il faisait partie de l'équipe juridique. Elles n'étaient pas nerveuses, elles étaient prêtes, lui aussi. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir les mains moites lorsque le juge entra et demanda le silence dans la salle. « Levez-vous pour l'honorable juge Marleau. » Tout le monde s'est levé et c'est comme ça que le dernier chapitre a commencé. La procédure a été rapide. La Janquine avait déjà remis son rapport final, un compte-rendu élogieux du bien-être des filles, accompagné de photos d'anges dans la neige, de tests de maths notés avec des étoiles dorées et d'un dessin représentant une maison avec 3 personnes et un chien sous un arc-en-ciel. Les lettres de soutien étaient encore plus fortes. Le shérif Dumont avait écrit « Ils sont arrivés ici brisés. Il leur a rendu leur lumière. » Doc Holler avait ajouté « On ne peut pas toujours choisir comment une famille commence, mais on peut certainement choisir de la garder. » Même Elsie Burke avait envoyé une déclaration écrite d'une ligne. Il leur avait donné ce qu'ils pouvaient, pas la paix. Le juge Marleau lut silencieusement pendant un moment, puis leva les yeux vers le trio assis devant lui. « Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le passé de la famille Burke. » Même Elsie Burke avait étonnamment envoyé une déclaration écrite d'une ligne. Il leur a donné ce que je pouvais leur donner, pas la paix. Le juge Marleau a lu en silence pendant un moment, puis a levé les yeux vers le trio assis devant lui. « Mehdi, Madame Hattie, je dois vous demander si vous souhaitez toutes les deux être adoptées par Monsieur Halt. » Élodie se tenait droite comme un piquet. « Oui, monsieur, de tout mon cœur. » Hattie se tenait légèrement derrière elle. « Est-ce que Biscuit peut aussi être adopté ?» La salle d'audience a gloussé. René a essuyé une larme. « Je lui accorde le statut honorifique, » a dit le juge en souriant. Puis il s'est tourné vers René. « Et Monsieur Holt, comprenez-vous que cette décision est définitive, que vous êtes responsable d'eux à tous égards, financière, émotionnelle, légale, à partir de maintenant. » Oui, je le comprends. Alors qu'il soit connu à partir de ce jour que Hetty et Chloé Bell seront désormais connus sous le nom de Hetty et Chloé Halt. Il posa doucement le marteau dans un bruit sourd. Mais dans le cœur des 3 personnes qui s'étreignaient sur ce banc, cela résonna comme un coup de tonnerre. Dehors, le ciel s'était dégagé et était devenu bleu. René souleva Chloé sur ses épaules tandis qu'il descendait les marches du palais de justice, Élodie sautillant devant eux comme si ses chaussures avaient des ailes. « On peut manger des crêpes pour le dîner ?» demanda Chloé depuis le haut de l'épaule de René. « Tout ce que tu veux, ma puce, » répondit René. « Même avec des pépites, surtout avec des pépites. » La Janquine marchait à côté d'eux, tout sourire. « Vous avez bien fait, monsieur Holt. » Il hocha la tête, la voix rauque. Ils avaient fait mieux. De retour au ranch, la fête était modeste, mais parfaite. Le shérif Dumont apporta des hamburgers. Marty, du magasin d'alimentation animale, apporta une tarte maison. Doc Holler est arrivé avec 2 cannes à pêche et un clin d'œil. Marlène a déposé un album intitulé « Première fois ». Ils ont allumé un feu de joie dans la cour. Les rires ont résonné dans la nuit. Mais plus tard, après le départ des invités, et une fois Biscuit endormi près de la porte et les étoiles scintillant dans le ciel comme des témoins silencieux, Élodie et René se sont assis sur la balancelle sous une fine couverture. « Tu crois qu'elle a vu aujourd'hui ?» demanda Élodie. « Maman. » Elle acquiesça. « Je crois qu'elle n'a jamais cessé de nous regarder, » dit René. « Je crois que chaque fois que tu as ri ou aidé ta sœur ou fait de la place pour la douleur de quelqu'un d'autre, elle était là, fière comme tout. » Élodie resta silencieuse un instant. « Tu n'étais pas obligée de nous garder, tu sais. »« Je ne vous ai pas gardé, » dit René doucement. « Tu es resté. C'est différent. » Elle le regarda. « Pourquoi tu nous as laissés entrer ?» Il sourit, les yeux doux à cause du souvenir. « Parce que vous avez frappé. » Dans sa chambre cette nuit-là, Élodie ouvrit son cahier à une page blanche. Elle ne dessina pas la maison cette fois-ci. Elle dessina 2 étoiles côte à côte, et en dessous, un cœur qui contenait les initiales RH. Pendant ce temps, René se tenait devant la porte de la chambre de la jeune fille, écoutant leur respiration douce. Il passa une main sur le cadre de la porte, juste du bois et des clous.
Maintenant, une porte vers la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il leva les yeux vers le plafond et murmura « Merci de les avoir envoyés ». Puis il sortit du couloir, descendit les escaliers et ferma la porte d'entrée sur le froid. Mais à l'intérieur, la chaleur était toujours là. Parce que parfois, pour toujours n'est pas une promesse. C'est un choix que l'on fait encore et encore dans les moments calmes, les bras ouverts. Et Reinette Holt, autrefois un homme qui croyait avoir tout perdu, comprenait désormais que la vraie famille ne se construit pas avec le sang, la naissance ou même la loi. Elle se construit le jour où tu ouvres ta porte, et ne jamais la refermer. Si cette histoire t'a touché, on aimerait savoir d'où tu la regardes. Laisse un commentaire ci-dessous. Laisse un commentaire ci-dessous. On lit chacun d'entre eux et on les apprécie plus que tu ne peux l'imaginer. Et si des histoires comme celle-ci t'apportent de l'espoir, du réconfort ou simplement un moment de réflexion dans ta journée, pense à t'abonner à notre chaîne Spirituelles Histoires. On construit une communauté qui croit en la gentillesse, aux secondes chances et au pouvoir discret de l'amour. On apprécie vraiment le temps que tu as passé avec nous. On est profondément reconnaissant que tu sois là. À la prochaine, reste gentil et reste proche. On t'aime tous.